Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais pas si je suis le meilleur spécialiste. J'ai mené toute ma carrière en montagne française, et évidemment, j'ai été amené à me poser beaucoup de questions, en particulier comme maire d'une station de sport d'hiver. Cette réflexion, elle a commencé il y a déjà plus de 20 ans, au moment de la ratification de la Convention alpine. Et bien sûr, plus on avance dans le temps, plus on avance dans la connaissance de ce qui nous arrive, et plus les questions qui sont posées ne sont pas tout à fait celles qu'on se posait il y a 20 ans. J'ai essayé de le résumer, en vous présentant quelques supports comme ça. Le thème présenté comme ça, moi, m'a beaucoup plu. La mobilité, là-haut, c'est beau, mais c'est loin. Et je me suis permis de décortiquer les deux phrases, parce que je les trouve très, très intéressantes. Là-haut, c'est beau, mais c'est pollué. Et aujourd'hui, la connaissance de cette pollution, on a beaucoup avancé là-dessus. On sait que le chauffage individuel a beaucoup d'importance, un tiers, que bien sûr l'industrie contribue aussi à un tiers de cette pollution, et que le troisième tiers, ce sont les transports à l'intérieur des Alpes et les transports à travers les Alpes. Et que cette pollution, même si elle ne se voit pas, elle est aggravée en montagne par le phénomène qu'on appelle aujourd'hui le pied d'immeuble. À savoir que la pollution, le carbone, le carbone et les autres pollutions ont tendance à se stocker dans les fonds de vallée, et compte tenu du fait qu'il y a peu de vent dans les fonds de vallée, on n'arrive pas à la faire circuler. Et donc, nous sommes, nous, vallée alpine, montagne, encore beaucoup plus concernés par cette pollution que la plaine. À titre de comparaison, et je vais citer un exemple français, aujourd'hui, une des vallées alpines en France les plus polluées, c'est la vallée de l'Arve, qui aboutit au tunnel du Mont Blanc, et aujourd'hui, les relevés qui sont faits montrent que cette vallée de l'Arve est plus polluée que Paris. Donc ça, c'est la première question quand même à se poser. Parce que à partir du moment où on dit là-haut c'est pollué, le premier danger, c'est de dire attendez, revisitons vite la communication qu'on fait autour de la montagne. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui encore partout, c'est qu'on promet en particulier l'air pur. Aujourd'hui, les clients qui nous font vivre sont plus des ballots. L'information circule comme jamais, et que quand on continue à faire des promesses que nous ne pouvons plus tenir, ça devient extrêmement dangereux, pas que pour nos poumons, ça devient dangereux pour notre économie touristique. Parce que le jour où les clients s'aperçoivent qu'on leur a raconté des histoires, que la montagne c'est pur, c'est beau, et puis c'est sain, il risque d'y avoir une véritable fracture. Et là, moi, j'alerte vraiment, parce que là, c'est un vrai débat sur le tourisme, c'est comment on fait? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut ne pas en parler? Si on n'en parle pas, et peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, une émission à France 2 il n'y a pas longtemps, sur la vallée de l'Arve en particulier, et là, c'est évidemment présenté à la manière catastrophique que savent faire les journalistes. Donc, il vaut mieux, pour mon point de vue, anticiper ces phénomènes, en parler et les empoigner, plutôt que d'attendre que ça vienne des journalistes par l'extérieur. C'est mon point de vue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les sites de montagne, et surtout ceux qui ne sont pas pollués, et ceux qui ont la chance d'être moins pollués que les autres, doivent aujourd'hui apprendre à communiquer par la preuve. La preuve, c'est, voilà les relevés de la qualité de l'air. Parce que sinon, on n'est plus crédible. Et c'est un véritable danger pour l'ensemble de l'économie. Deuxième élément, c'est que, on le sait maintenant, avec les travaux du GIEC,
le changement climatique est plus rapide en montagne qu'ailleurs. Donc on va être les premiers impactés, et c'est à nous, là aussi, d'être devant. On ne peut pas attendre et rester derrière, puisqu'on sait qu'on va être les premiers à subir les effets du changement climatique. Je passe rapidement sur la neige dont on ne sait plus très bien, etc. À partir de ce moment-là, c'est à nous de prendre les devants aussi. On ne peut pas rester en arrière et attendre que les solutions arrivent de l'extérieur. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'à l'échelle mondiale, il y a toujours 5 fois plus de subventions sur les énergies fossiles que sur les énergies renouvelables. Ça aussi, c'est très interrogatif. Aujourd'hui, la distribution des subventions, elle n'encourage absolument pas la recherche d'absence de CO2. Donc là-haut, c'est pollué et ça va continuer à être pollué. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui avait participé à la conférence de Copenhague. La suivante, c'est Paris à la fin de l'année. À Copenhague, évidemment, le sujet des émissions de CO2 n'a jamais été abordé, mais on s'est quand même rendu compte d'un élément extrêmement important, à savoir que le sujet de la conférence n'a jamais été abordé, mais les pays entre eux se sont interrogés en disant « Mais et toi, qu'est-ce que tu as comme réserve? Et toi, qu'est-ce que tu as comme réserve? Qu'est-ce que tu as comme réserve ?» Les Américains ont dit « Nous, on a les gaz de schiste. » Les Chinois ont dit « Nous, on a du charbon, etc. » Et puis les Européens ont dit « Ben, nous, en termes d'énergie, on n'est pas producteurs. » Ça veut dire simplement une chose, et ça, là-dessus, il ne faut pas se raconter des histoires. La dernière goutte de pétrole, elle ne sera pas pour nous. De toute façon, ce sont les pays producteurs qui garderont les dernières réserves pour eux. Et donc, le premier continent qui va devoir apprendre à se passer de pétrole, c'est l'Europe. Ça tombe bien, on a toute l'intelligence pour ça, mais encore faut-il se mettre en ordre de bataille pour essayer de trouver les solutions et pour pallier à cette absence d'énergie fossile. Il faut apprendre à vivre sans pétrole. Plus vite on apprend, parce que évidemment le temps d'apprentissage là il est quand même relativement long, plus vite on apprend, et plus on sera dégagé des fournisseurs de pétrole. En fait, on peut résumer l'enjeu qui est devant nous avec l'apprentissage de construire un découplage. Et il faut absolument arriver à découpler le phénomène de croissance économique avec la décroissance énergétique. On doit arriver à croiser ces courbes. On ne peut plus se permettre de dire, puisqu'on croît économiquement, ça veut dire qu'on consomme plus d'énergie fossile. Cet exercice-là, évidemment, il n'est pas facile, mais voilà, il est devant nous, et maintenant, c'est à nous de trouver les solutions. Pourquoi c'est urgent? 3 chiffres. L'Europe, à elle seule, a émis les 2/3 de carbone, de CO2, dans le passé, et surtout le passé récent, donc nos générations. Mais l'Europe ne pèse que 15% de la population mondiale. Donc, on voit bien tout de suite qu'on pourra très difficilement lutter contre ce phénomène et que c'est bien ceux qui ont consommé le plus qui doivent aujourd'hui trouver les solutions pour. Ce qui est plus dramatique, peut-être que ça se passera à Paris, mais là, c'est pas gagné. Aujourd'hui, aucun pays ne veut mettre un prix sur ce CO2. Le jour où on arrive à mettre un prix sur les émissions de CO2, là, ça va changer. Mais tant que ce n'est pas fait, on aura du mal à inverser la courbe. Par contre, les territoires qui sont très émetteurs de CO2 ont tout intérêt à chercher les solutions avant même qu'il y ait un prix, avant même qu'il y ait la carotte du prix. Alors c'est vrai, on l'a évoqué tout à l'heure, la Convention alpine avait déjà fixé ça comme objectif sur une politique des transports, sur le protocole transport, pour essayer de réduire les nuisances. C'est depuis 1992. Et c'est vrai que depuis 1992, non seulement on n'a pas réduit les nuisances sur les transports, mais on a continué à les augmenter. Ça doit nous inciter à renforcer encore l'absolue nécessité de cette transition énergétique qui n'est pas, encore une fois, optionnelle. C'est devant nous
et c'est à chacun d'entre nous de trouver la solution qui convient à notre problème touristique. Là-haut, c'est beau, mais c'est pollué. Et là, ce que je vais dire là, c'est peut-être le point central. Parce que pendant très longtemps, on s'est dit, bon, nous, territoire touristique, on a le problème du dernier kilomètre. Il faut qu'on achemine les gens de la vallée jusqu'en haut de la montagne. Alors, il y a des solutions. On voit depuis 20 ans, effectivement, les idées de câbles, vallée, montagne arriver. On voit des solutions intéressantes sur ce dernier kilomètre. Pas de chance. Parce que la question s'est posée à l'Europe il y a déjà plus de 20 ans, de dire, mais au fait, dans l'activité touristique, qui est-ce qui prend à sa charge l'émission de CO2 depuis le domicile du touriste jusqu'à la station et retour? Il y a eu de longs débats, et il y a déjà plus de 10 ans que l'Europe a tranché en disant c'est au site touristique de prendre à sa charge les émissions de CO2 des clients depuis leur domicile jusqu'à la station et retour. Dans le fond, ça s'explique parce que sinon, on ne savait pas où compter ces émissions de CO2. Autant on les compte dans ce qu'on appelle le transport pendulaire, domicile-travail tous les jours, là on est bien, ça y est, ça, on arrive à bien caler. Autant sur les transports touristiques, on n'était pas calé. Et l'Europe a tranché ce débat en disant c'est au site touristique de comptabiliser ces émissions de CO2. Le résultat des courses, c'est que ça vient peser, mais alors très, très lourdement dans notre balance comme producteur de gaz à effet de serre. Pour l'illustrer, retenez simplement que si cette activité touristique, alors là je parle à l'échelle mondiale, mais on est sur un problème mondial qui retombe sur chacun d'entre nous. À l'échelle mondiale, si l'activité touristique était un pays, il se situerait en termes d'émissions de CO2 entre l'Inde et la Russie, deux pays qui ne sont pas particulièrement vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a tous ce problème-là devant nous et on doit absolument l'empoigner, trouver les solutions, non pas uniquement sur le dernier kilomètre, mais sur la totalité de la chaîne du transport. Alors je sais, au départ, ça fait quand même très peur, on se dit, mais enfin pourquoi c'est nous? Sauf que c'est à nous de nous en occuper. Parce que si nous, qui vivons du tourisme, ne nous en occupons pas, personne d'autre le fera à notre place. C'est ça le problème. Même si on n'a pas, évidemment, toutes les manettes sur l'ensemble des territoires, bien entendu. Mais c'est à nous d'alerter, de dire attention, maintenant il faut trouver des solutions pour acheminer les clients qui nous font vivre avec des moyens les moins polluants possibles. Pour appuyer ce que je disais, et malheureusement ce camembert, ce dessin, il existe, on le connaît depuis maintenant 10 ans. On a eu beaucoup de mal à le faire accepter, mais vous voyez que les 3/4, le jaune, les 3/4, ce sont effectivement les transports touristiques. Donc c'est énorme et ça pèse complètement dans notre balance à nous. La deuxième partie plus importante en rouge, c'est le chauffage des hébergements touristiques. Donc c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire ce qu'on appelle nos passoires énergétiques en France, c'est-à-dire des bâtiments qui ont été construits à la va-vite en montagne pour accueillir des clients et qui ne sont pas forcément bien isolés parce qu'il fallait la saison arrivait, la neige arrivait, il fallait vite, et hop, on a bâclé l'isolation. Résultat des courses, voilà, c'est la deuxième source. Le restant présente strictement aucun intérêt et on n'a pas le droit de dire je commence par le tout petit. Aujourd'hui, et je le dis parce que en France, on a toujours beaucoup de mal avec ça. Aujourd'hui, les stations sont heureuses parce qu'elles mettent de l'huile bio dans les dameuses. Attendez, soyons sérieux.
soyons sérieux, prenons le vrai problème là où il est. Partons pas dans des espèces d'alibis qui continuent à nous faire croire qu'on a bonne conscience, alors que le problème n'est pas sur le problème de l'huile bio des dameuses. Même si c'est un progrès. Mais le fond du problème n'est pas là. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien, alors je ne sais pas comment ça se passe, vous me le direz probablement tout à l'heure, mais j'aimerais bien voir en particulier les gros opérateurs touristiques, les sociétés de remontée mécanique, s'empoigner de ce problème, parce qu'il concerne autant les hébergeurs que les sociétés de remontée mécanique, et là, visiblement, personne ne veut s'en occuper, c'est trop lourd, c'est trop gros, on sent personne concerné. Je vais le dire autrement, mais j'aime bien cette formule. L'équation que nous avons tous à résoudre parce que nous vivons du tourisme et que le tourisme est une activité ludique. Il ne faut pas faire peur à nos clients, bien entendu, mais l'équation, c'est CO2 égale 0, mais beaucoup de plaisir. Alors, ce n'est pas une équation forcément facile à solutionner, mais n'empêche que c'est exactement dans ces termes-là que ça se pose. Et plus vite on cherchera les solutions, et mieux on sauvegardera notre économie. Là encore, ça concerne tous les secteurs du tourisme. Personne ne peut dire « je ne suis pas concerné par ce souci ». Que je sois à 1800 mètres d'altitude ou que je sois directeur de remontée mécanique, ça ne change rien. On est tous concernés parce qu'on vit tous du tourisme. La cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut trouver les solutions sans création d'infrastructures nouvelles. Parce que le seul fait de faire une infrastructure nouvelle, et nous, alors bon, en France, on est champion, hein, on creuse des tunnels dans tous les sens, mais le seul fait de creuser un tunnel, ça reproduit des gaz à effet de serre, et on doit trouver la solution sans création d'infrastructures nouvelles, en utilisant l'existant, autant que faire se peut. Je suis obligé de dire que, par exemple, sur le tunnel du Lyon-Turin, pour parler juste de sujets qui fâchent, donc ce tunnel ferroviaire, qui est un serpent de mer conséquent, sur lequel on n'est pas sûr que l'Europe participera finalement, parce que, après analyse, l'argument positif, c'est de dire, bah oui, on va faire passer des trains, formidable, ça c'est une bonne idée. Sauf que du coup, on se rend compte que le projet, c'est dans 30 ans. Or, les solutions, on n'a plus 30 ans pour trouver les solutions. C'est le lobby des transporteurs routiers qui veut surtout pas bouger et surtout pas monter sur des trains. Et je ne vois pas pourquoi, quand il y aura une ligne nouvelle, les chauffeurs routiers monteront plus sur des trains. Je n'arrive pas à comprendre le fait que la ligne nouvelle provoque un tel phénomène. Donc il y a le lobby des transporteurs routiers, et de l'autre côté, il y a le lobby du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Ils se sont bien entendus, dit ça y est, nous on est vertueux, on va creuser un tunnel ferroviaire, et nous on est tranquille pendant 30 ans. Moi je dis dans 30 ans, on sera beaucoup plus gravement impacté qu'on ne l'est aujourd'hui. À partir de là, les solutions elles doivent être trouvées ici et maintenant. Et on a une ligne ferroviaire existante qui est très largement sous-utilisée en capacité aujourd'hui, avec, ça s'appelle le tunnel du Mont-Cenis, mais vous avez de toute façon l'équivalent en Suisse. Les capacités d'accueil sont largement sous-utilisées, mais évidemment, personne ne veut monter avec son camion sur les trains. Donc le problème, il est entier. On se raconte, on fait ce qu'on appelle du greenwashing, on se raconte des histoires, alors qu'aujourd'hui, il faut dès maintenant, pour essayer de libérer un peu nos vallées alpines, il faut que les camions montent sur les trains pour passer le tunnel sur le train. Malheureusement, quand on explique ça aux habitants des vallées alpines, on a peu d'écho aujourd'hui, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, les transits à travers les Alpes, pas uniquement le problème de nos clients, mais le transport des marchandises à travers les Alpes, est à lui seul un énorme problème et on ne doit plus l'accepter en tant que tel. Là-haut, c'est loin.
Et là, on n'a que deux solutions. Puisque c'est loin, il faut aller plus vite, mais en allant plus vite, on augmente notre production de CO2. Soit on trouve le moyen que le temps du voyage soit intégré dans le temps des vacances. On n'a pas, enfin pour le moment, moi je ne vois pas comment, à partir du moment où on dit c'est loin, et c'est loin, on est pris entre deux feux et on n'a pas beaucoup de solutions pour s'en sortir. Soit, puisque c'est loin, il faut aller plus vite, soit on dit on va plus lentement, et donc c'est le temps des vacances qui commence au seuil de chez soi. Pour moi, un site de tourisme responsable aujourd'hui n'a pas d'autre choix que d'encourager le client à calculer son empreinte carbone. C'est par la responsabilisation de chacun de nos clients, et de nous-mêmes, bien entendu, en donnant l'exemple, qu'on arrivera à reprendre la main sur cette énorme question. Alors bien sûr, tout de suite, on dit « Oh là là, mais si on dit à nos clients, venez chez nous, mais calculez votre empreinte carbone », les clients vont filer ailleurs. Parce qu'on leur fait peur. Et ça fait partie intégralement de la question qui est posée aujourd'hui, c'est que à la fois, il faut gérer la peur qu'on va générer chez nos clients, et à la fois, il faut la transformer en énergie positive. Et c'est là où il y a vraiment de la communication à faire autour de ça. Alors, la solution du véhicule individuel, faut se rappeler que dans sa voiture, on est chez soi. Donc là, on ne crée pas la rupture avec la création de l'imaginaire des vacances. Donc déjà là, la voiture pose un vrai problème, elle en pose d'autres. On est de toute façon dans une impasse, parce que si on laisse venir les clients, continuer à venir chez nous en voiture, on est à l'opposé du rêve du client. N'oublions pas que les clients viennent pour le paysage, pour l'air pur, pour la neige, pour trouver autre chose que le quotidien, tout simplement. Or, l'immense majorité de nos clients habitent en ville. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise la ville, c'est la voiture. Et nous, tout ce qu'on a réussi à faire depuis 40 ans, on a essayé de créer des villes à la montagne en faisant en sorte qu'il y ait des voitures dans tous les sens, partout, parce que voilà, ça se faisait, il fallait laisser faire, il fallait surtout rien dire, c'était les clients sont sacrés. Ben oui, mais en même temps, le client est sacré et en même temps, il détruit le rêve qui le fait venir chez nous. Donc on est quand même dans un sacré cercle vicieux. Et puis, et là c'est une réflexion, moi à laquelle j'avais été confronté en tant que maire, c'est qu'une voiture qui fait 8 à 10 mètres carrés au sol, elle ne demande pas 8 à 10 mètres carrés au sol pour se stationner une fois qu'elle arrive dans la station. Chacun des clients veut au moins 3 fois cette surface-là. Il faut 8 mètres carrés au sol devant le chalet, il faut 8 mètres carrés au sol devant la remontée mécanique, et il faut 8 mètres carrés au sol devant le boulanger. Et c'est un minimum. Et vous le savez tous, en montagne, l'espace est contraint, et à un moment donné, vous faites le calcul du nombre de places potentielles que vous possédez dans la station, vous regardez le nombre de clients que vous recevez, vous dites, mais il me manque 3000 places de parking. Donc on peut toujours essayer d'élargir la montagne, de faire de la place, mais à un moment donné, l'équation, elle devient totalement impossible à résoudre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vient tout doucement, mais on est sur ces 3 items-là, on a eu tout faux pendant des années et des années, simplement parce qu'on a laissé faire, on n'a pas forcément encouragé, on ne s'est seulement pas posé de questions. Aujourd'hui, les questions, elles sont là, et puis voilà, il faut se dire que finalement, ce n'est pas tout à fait la bonne solution. Là, je n'ai pas su quoi mettre. Alors, on peut toujours dire qu'un avion plein pollue moins que s'il vole à vide, mais on sait que ça reste quand même une source de pollution extrêmement conséquente.
Eux-mêmes, les avionneurs eux-mêmes sont en train de rechercher de tous les côtés, ils le savent. Ils sont en train de rechercher de tous les côtés comment fabriquer des moteurs qui soient un peu moins polluants, un peu moins ceci, un peu moins cela, peut-être un peu moins rapide. On peut imaginer de simplement ralentir un petit peu les avions, après tout. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas nous qui travaillons en montagne qui allons pouvoir influencer les avionneurs. Sauf que c'est nous qui subissons ça, et c'est nous qui devons comptabiliser. Donc, à un moment donné, il faut aussi en parler. Il faut en parler aux avionneurs, il faut en parler aux compagnies d'aviation. Il faut oser le dire de la même manière, parce que si on ne le dit pas, personne ne dira à notre place. Ça, alors là, j'en suis persuadé. Bien sûr, le train. Sauf que là aussi, en regard du nombre de lits construits, et là, je suis en Suisse, je ne l'oublie pas, mais même en regard du nombre de lits construits, le débit de clients qu'on peut mettre dans les trains est loin d'être suffisant pour acheminer tout le monde. Alors, bon, je ne vous parle pas du débit des trains en France. Nous, on connaît le chiffre, ça y est, parce que depuis, on cherche. Donc, nous, on achemine en France 6% des clients par le train. Et tout mouillé de chaud, quand on aura tout complètement optimisé, on acheminera 7% de clients par le train. Donc, de toute façon, il reste 93% des clients à acheminer par d'autres moyens. L'équation est simple. Et comme on est sur des vallées alpines avec des voies uniques, de toute façon, là, c'est facile à calculer. Donc, en tout cas, pour nous, en France, aujourd'hui, les esprits les plus avancés commencent à réfléchir, à se dire, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'en fond de vallée? Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'en haut de la montagne avec le train? Alors bon, vous avez cette chance-là, au moins pour une partie des clients. Nous, je pense que c'est peine perdue. Donc on réfléchit, on commence à réfléchir à des hubs en entrée de vallée, où effectivement le train pourrait arriver avec un gros débit en voie double, en voie triple, pour vraiment amener du débit, et ensuite faire une rupture de charge pour emmener les gens jusqu'en station en transport en commun. C'est des solutions qui sont lointaines, parce que ça ne s'organise pas comme ça. Là aussi, nous, on a une politique ferroviaire qui nous fait aller très très vite d'un point A à un point A', et quasiment jamais pour arriver à destination. Donc de toute façon, le point A', pour aller jusqu'à B, il reste entier, et là on passe beaucoup de temps. Donc là, nous on n'est pas bien, mais perdez pas de vue que de toute façon, votre système ferroviaire, extrêmement performant, le plus performant du monde, ne peut pas acheminer tous vos clients. Donc dans les solutions, dans les amorces de solutions que moi je vois à ce problème, je le disais tout à l'heure, c'est de trouver le moyen, quand on vend un séjour de neige, de golf, de découverte de la montagne, ou quel que soit le prétexte qu'on trouve pour faire venir nos clients à la montagne, c'est de trouver le moyen de faire démarrer ce séjour à la porte de chez soi, et non plus à l'entrée de la station. Parce que du coup, ça permet de dire, mais vous êtes en vacances, prenez votre temps. Ce qu'on appelle tout ce qui tourne autour du slow tourisme, de dire, mais après tout, quand on prend des vacances, c'est pour changer de rythme, c'est pour déconnecter avec notre vie du quotidien en ville, où on est toujours très pressé. Et donc les vacances, à partir de chez soi, doivent trouver un autre rythme. Et cette mise en scène-là, c'est évidemment le site touristique qui doit le faire, parce que là aussi, il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place. Il y a une solution à laquelle on n'avait absolument pas pensé il y a même 10 ans, et qui est en train de monter en flèche, mais alors d'une manière phénoménale, c'est le covoiturage. Quand j'étais maire, on avait amorcé c'était pas exactement le covoiturage tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais on avait amorcé en offrant le 4e forfait remontée mécanique quand la voiture était pleine. Donc le 4e ou le 5e forfait était gratuit pour une voiture pleine.
aujourd'hui, d'autres systèmes de covoiturage, y compris pour les vacances, se mettent en place. C'est des systèmes dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont extrêmement performants, puisqu'on réserve en 2 clics sa voiture, et il y a des candidats aussi bien pour véhiculer que pour être véhiculé. Ça prend une amplitude d'un phénomène de société. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Sachez qu'une voiture qui est remplie avec 4 personnes ou 5 personnes, est moins polluante qu'un train qui roule à vide, ou à moitié plein. Hein, là, cette fois, les chiffres, on les a, on le sait. Donc là, ça redevient une solution qui mérite d'être vraiment observée, qui doit être encouragée par tous les moyens. Et là, bon, bah oui, effectivement, bah oui, on pense tout de suite au forfait de remontée mécanique, mais on peut imaginer autre chose, hein, un autre appât. Ça peut être extrêmement intéressant de réfléchir sur une piste comme celle-là. Alors bien sûr, mais ça, je sais qu'en Suisse, vous l'avez déjà fait, c'est coordonner les différentes autorités organisatrices de transport en commun entre la région, le canton, le conseil général, la commune. Aujourd'hui, en France, on patouille encore beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de ruptures, il n'y a pas de compréhension de l'ensemble. Mais étant donné que personne n'explique, évidemment, le technicien qui est en charge des transports sur sa commune, lui, il est en charge du territoire sur sa commune, quoi. Point. Tant qu'on n'arrive pas à avoir une vision supra, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit cohérent. Il y a toujours un raisonnement producteur qui reste là-dessus, alors qu'en fait, il faut absolument se mettre à la place du client. Une autre solution qui est intéressante, c'est l'organisation des transports en commun longue distance. Depuis les grandes capitales et jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au transport par câble ou rail. C'est très intéressant comme solution. Ça demande quand même une mise en route de l'ordre de 10 ans avant de trouver la bonne carburation, premièrement. Et puis deuxièmement, je l'ai beaucoup entendu dire par mes hôteliers, de dire « mais moi mes clients ils prendront jamais le bus ». Là aussi, une équation qui n'est pas forcément facile à résoudre. Alors, si on dit spontanément aux clients d'hôtel, bah, vous allez monter dans un autocar à Bruxelles et puis venir jusque chez nous, oui, bien sûr. Ça demande toute une série d'explications et de pédagogie. Et il faut commencer par un bout et le proposer comme ça. Alors, je le disais tout à l'heure, le transport par câble, nous en France, aujourd'hui, on voit des projets qui jaillissent de tous les côtés. Mais avec le risque énorme que ces câbles deviennent à nouveau des aspirateurs à béton. Donc, moi, avec la CIPRA, on est d'accord sur le transport par câble, c'est logique, c'est pas du tout polluant, à condition que les documents d'urbanisme soient verrouillés au préalable. Et ça, c'est une condition sine qua non. Aujourd'hui, il y a un tel engouement autour de ces transports par câble que je crains le pire. Enfin, dans les solutions, moi je dis qu'il y a effectivement ces émissions de CO2, mais il y a aussi d'autres menaces autour de l'énergie fossile. Vous savez que dans le détroit d'Ormuz, les 3/4 du pétrole que nous consommons au quotidien passent par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est très étroit. Alors, c'est des régions très tranquille en ce moment, hein. Il n'y a aucun problème. Mais un seul pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz, et nous, on n'est plus alimentés. Juste cet élément-là, quelque part, ça fait peur. On se dit, mais alors là c'est pas des solutions. On n'a plus 30 ans pour les mettre en route, parce qu'on est quand même complètement à la merci, de ce genre d'incidents dans des pays qui ne sont pas très stabilisés aujourd'hui. En conclusion, moi je dis, c'est à nous de chercher les solutions. J'en ai fait quelques amorces. C'est sûr que si on met toute notre énergie, toute notre imagination à chercher, on va trouver les solutions. Mais encore faut-il les chercher dès maintenant pour que, quand on va commencer à avoir un réchauffement climatique sérieusement, on soit en état de pouvoir continuer à vivre de notre activité touristique. Voilà.
Merci beaucoup.